Évolution des transactions, évolution des prix et des conditions d'emprunt, bilan de cette année 2024, mais aussi projection 2025. C'est ce que l'on va voir avec nos experts. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission pour parler du marché immobilier, à la fois les transactions, les conditions d'emprunt, qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, Diane Lévy, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, vous êtes directrice déléguée de ImmoPrêt, Absolument. spécialiste justement dans l'attribution de prêts immobiliers. Stéphanie Movic, bonjour. Bonjour. Icori, bien sûr, président qui accompagne les investisseurs dans leurs projets immobiliers résidentiels et qui publie justement sa note de conjoncture 2024 avec ce que l'on verra avec vous. On va se projeter aussi sur 2025 et avoir des conseils pratiques de votre part. Peut-être en introduction, vous demandez à tous les deux, une année mouvementée, on arrive à la fin de cette année. Comment vous pourriez qualifier pour l'activité de l'immobilier cette année 2024 ? Diane. Eh bien, c'est une année qui n'a pas démarré comme on l'aurait espéré. Fin 2023, on était quand même très optimiste sur l'année 2024. On espérait que le redémarrage aille plus vite, fort, et il se trouve que ça a mis un petit peu de temps quand même à se remettre dans le bain, et on a vu que cette année avait été presque coupée en deux, puisque le début d'année était quand même très calme, et à partir du printemps, on a senti que les clients revenaient dans nos agences pour regarder un petit peu ce qui se passait et s'ils pouvaient acheter de nouveau. Très bien, Stéphane. Oui, effectivement, le marché est depuis 2 ans assez ralenti. Néanmoins, nous, ce que nous remarquons, c'est que c'est une année un peu charnière. C'est-à-dire qu'on sent que, bien évidemment, on n'est pas sur des volumes de transactions aussi significatifs que ceux qu'on connaissait, mais néanmoins, on s'aperçoit que depuis, grosso modo, la fin du printemps, il y a un redémarrage qui n'est pas inintéressant, et que ce soit sur la vente, sur l'accession, auprès des investisseurs particuliers, et puis également, et j'en dirai un mot, sur les investisseurs plus institutionnels sur le bloc. Bon. On peut espérer. En tout cas, vous sentez une reprise, plus de monde en tout cas dans les agences et pour voir pour des conditions de crédit. Stéphane, on va démarrer avec cette note de conjoncture d'Icori sur le marché du neuf, le marché de l'ancien bien sûr, et puis les institutionnels, tout ce qui est lié au bloc. On va démarrer par l'activité du marché de l'ancien. Bilan. Alors le bilan sur le marché de l'ancien, c'est un marché qui est en forte baisse, bien évidemment, puisque nous sommes sur des transactions, et on le voit sur le schéma, sur des transactions d'environ 780 000. On pense atteindre un petit peu moins de 800 000 d'ici la fin de l'année, vraisemblablement. On peut juste dire qu'on a connu des années euphoriques à 1 200 000 il y a 2-3 ans, qu'on a connu aussi des années très dures à 600 000 transactions, donc là 800 000 transactions prévues cette année. Eh bien 800 000 transactions prévues cette année, on revient à des niveaux qui sont ceux qu'on a connus antérieurement. Et si on fait la moyenne, j'ai envie de dire, c'est peut-être une moyenne qui n'est pas si mauvaise au final, surtout dans le cadre de la conjoncture qu'on a pu connaître. Mais c'est vrai que c'est une évolution par rapport à l'année antérieure qui est moins bonne. On est à presque moins 19%, et des marchés qui sont assez différents si l'on est sur l'Île-de-France, sur les régions, etc. Il est clair que l'Île-de-France souffre un peu plus, et souffre un peu plus parce que les prix sont plus importants également. On va voir justement sur les prix, l'évolution. Alors, il y a toujours des marchés à plusieurs vitesses, évidemment, mais quand même, si on devait retenir quelques enseignements. Alors, globalement, sur le marché, on est à moins 5%. Ce qui n'est pas neutre, mais qui n'est pas non plus une correction très significative, il faut le savoir. Et ensuite, selon les secteurs et selon les régions, eh bien, on s'aperçoit que l'Île-de-France, petite couronne et grande couronne, marquent des baisses un peu plus substantielles. En revanche, sur les régions, les baisses sont moins fortes. Et elles sont moins fortes selon, bien évidemment, les villes. Sans détailler, simplement dire que les villes qui avaient le plus augmenté ces dernières années, je pense notamment à Bordeaux, sont des villes qui ont
un peu plus baissé, et celles dont les prix étaient restés relativement sages, eh bien reprennent encore un petit peu de vigueur. Vous voyez par exemple Nice ou Marseille, qui sont des villes où les prix étaient relativement sages jusqu'à présent, commencent à reprendre un peu plus de tonus. Donc je dirais que les crises immobilières ont aussi cet effet bénéfique de redonner un peu plus de profondeur à ce marché, selon la qualité des produits, selon les localisations, et c'est très vrai notamment sur Paris. Paris qui a perdu autour de 4% sur un an, en tout cas c'est un mouvement qui est engagé là depuis peu, et on s'éloigne en tout cas de cette barre des 10 000 euros par mètre carré, on est à 9 300 euros par mètre carré en moyenne à peu près, voilà, en tout cas c'est une tendance. Ça c'est la photo, en tout cas déjà en l'état, une sorte de bilan pour le marché de l'ancien. Qu'en est-il du marché du neuf ? Alors le marché du neuf, bien évidemment, est dans une situation plus difficile. Situation plus difficile parce que le foncier a été acheté cher il y a quelques années et parce que également les coûts de construction sont beaucoup plus élevés. Donc il s'avère qu'aujourd'hui, le marché du neuf est un marché beaucoup plus compliqué, et donc on s'aperçoit que même si aujourd'hui on ressent une petite reprise depuis quelques mois, néanmoins on sent que l'évolution est assez difficile. Vous pouvez le voir là aussi sur les statistiques que l'on a analysées, que ce soit sur les ventes, sur les mises en chantier, sur les permis de construire, eh bien, on est en baisse de 15 dans certains cas jusqu'à 38% pour les mises en vente. En revanche, malheureusement, c'est les stocks qui ont tendance un peu à enfler, puisqu'on a près de 9% d'augmentation des stocks. Ce qui est une situation, malheureusement, qui n'est que la conséquence de ce qu'on connaît maintenant depuis 2 ans. Avec en plus le dispositif d'investissement locatif Pinel qui prend fin au 31 décembre. Enfin, il y aura peut-être une fin en sifflet, mais bon, donc on ne sait pas ce qu'il y aura après. Y aura-t-il un statut du bailleur privé, on verra, ou quelque chose, en tout cas pour redonner envie d'investir dans l'immobilier, notamment dans le neuf. Alors justement, sur le marché de l'investissement, Stéphane. Alors le marché de l'investissement est un marché assez intéressant à analyser parce qu'il ne réagit pas du tout de la même manière que le marché des particuliers. Le marché des particuliers, pourquoi il reprend de la vigueur ? Tout simplement parce qu'il y a eu une légère baisse de prix, et en même temps des conditions de crédit, mais je pense que vous en parlerez certainement beaucoup mieux que moi, mais des conditions de crédit plus attractives. Donc le particulier, lui, il intervient selon sa solvabilité. Là, depuis grosso modo quelques mois, et pratiquement 1 an, la solvabilité s'est accrue. Donc ça, c'est un point positif. Les investisseurs institutionnels n'ont pas du tout ce raisonnement. Les investisseurs institutionnels, ils voient par rapport au rendement qu'ils peuvent obtenir. Pas de rentabilité, on n'y va pas. Si le rendement est insuffisant, effectivement, on n'y va pas. Alors, en revanche, ce qu'on a noté, malgré tout, et ça c'est un signe très positif sur le marché, notamment des grands propriétaires, c'est que les prix sur le bloc ont vraiment baissé. Les baisses de prix sur le bloc vont de 15 jusqu'à 30% dans certains cas, et alors qu'il y a encore 3 ans, le prix du bloc était pratiquement le prix de l'accession. Donc, le fait que les prix en bloc aient fortement baissé ramène un certain nombre d'investisseurs, et notamment des investisseurs qu'on appelle, nous, value-add, c'est-à-dire des investisseurs opérateurs qui achètent en bloc pour derrière redécouper et remettre ce portefeuille sur le marché en copropriété. Quelques conseils quand même, Stéphane, pour les investisseurs particuliers, en tout cas vos règles d'or. Quelles sont-elles ? Nos règles d'or, elles sont pratiquement toujours identiques, c'est-à-dire que non, il n'y a pas que l'emplacement. Aujourd'hui, il y a un point très important, c'est les aspects énergétiques des appartements. Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on peut acheter des appartements avec des normes énergétiques assez médiocres, avec des décotes assez significatives. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant parce que ça permet de se dire, pour l'investisseur, le véritable investisseur qui n'attend pas ça forcément pour avoir un rendement énorme au début, il peut acheter, faire des travaux et ramener à un niveau de valeur qui peut être très supérieur. Donc,
opportunités, notamment pour les petites surfaces ou certaines avec défaut, où il y a des travaux derrière. Là, il y a sans doute des véritables opportunités. Il y a de véritables opportunités. Et par ailleurs, aussi, bien sûr, la qualité de l'immeuble. Ça, c'est très important. Et on s'aperçoit aussi que selon les quartiers, des quartiers plus périphériques, moins qualitatifs, ont beaucoup plus baissé que les quartiers plus traditionnels du centre ou de l'ouest de Paris. Très bien. Diane Lévy. Oui. Immoprêt, justement, on va voir avec vous. Vous allez nous donner des conseils. Mais déjà, si on prend une photo aujourd'hui, où en est la production de crédit? Toujours en baisse. On n'a pas rattrapé le retard des dernières années. Comme vous pouvez le voir sur le graphe, les dernières statistiques de la Banque de France s'arrêtent à la fin du premier semestre de cette année. Et donc l'atterrissage attendu sur 2024 devrait être autour de 124 milliards d'euros. D'accord. Donc une petite reprise quand même sur cette production de crédit? Alors oui. Une petite reprise, mais pas suffisante. Toujours pas suffisante. Pour 2025, les prévisions sont meilleures. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais on est toujours très loin des années que vous pouvez voir ici. Oui, mais bon, quand même, on voit que ça remonte. Oui, ça remonte, absolument. Oui, ça remonte. Alors, justement, l'évolution, on sait que c'est très important, l'évolution des taux d'intérêt cette année. Là, c'est de meilleures nouvelles, puisque sur 20 ans, on vous a montré l'évolution des taux sur les 10 dernières années, et on s'aperçoit qu'enfin, ça y est, après l'augmentation de taux non-stop qu'on a pu vivre sur 2021-2022, 2023 a commencé à amorcer sa baisse l'année dernière. Et donc là, depuis un an, jour pour jour, tous les mois, nous avons de bonnes nouvelles puisque les taux continuent de baisser. Et ils vont continuer encore? Écoutez, le 12 décembre, je crois que la Banque Centrale Européenne doit se positionner, peut-être sur une éventuelle nouvelle baisse de taux. Donc on espère que oui. On va voir aussi un autre slide justement sur les taux d'intérêt. Absolument. Je pense que l'on va le voir. Voilà. Le voici. L'évolution de la capacité d'emprunt en fonction des taux d'intérêt. Exactement. En fait, de novembre de l'année dernière à novembre de cette année, on a voulu comparer l'impact de la baisse des taux sur 20 ans pour les emprunteurs. Et il se trouve que donc en un an, pour le même montant d'emprunt, la mensualité est différente, en tout cas baisse de 100 € par rapport à l'année dernière, pour le même montant d'emprunt, hors assurance. Et donc, le coût total du crédit, puisqu'évidemment, quand on emprunte, il y a des intérêts et il y a un coût total à regarder, il y a un peu plus de 20 000 € de moins sur le coût total entre l'année dernière et cette année pour le même bien. Et puis, on va voir un autre tableau aussi sur... Oui. Voilà, vous avez pris en fait un comparatif avec couple avec un enfant, 4 500 € de revenus nets sur 20 ans. Absolument. Commentaire. On a voulu regarder quelle était aussi la capacité et le budget des clients entre l'année dernière et cette année dans l'ancien. Donc on s'aperçoit qu'on a quand même, grâce à la baisse des taux, 16 000 € de plus en capacité d'emprunt, 16 000 € de plus dans certaines villes de France où d'Île-de-France, deuxième couronne, c'est 16 mètres carrés. Entre 10 et 15 mètres carrés, donc ça peut être une vraie pièce en plus. Et on a souhaité aussi faire cette comparaison dans le neuf. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le prêt à taux zéro qui accompagne les primo-accédants, donc les clients qui achètent pour la première fois dans le neuf, sous certaines conditions. Normalement, sur tout le territoire, et normalement, j'espère, on entend beaucoup la de choses. La maison neuve, on attend que cela soit voté, après de voir effectivement en fonction des revenus, justement pour les primo-accédants, mais a priori, en tout cas psychologiquement, c'est une bonne nouvelle. Ce serait une très bonne nouvelle, absolument. Et dans ce cas-là, sur un prêt à taux zéro d'un appartement, dans le neuf, donc notre client qui pouvait acheter dans l'ancien 255 000 € aujourd'hui, pourrait acheter dans le neuf 40 000 € de plus, donc presque 300 000 € de budget, grâce au prêt à taux zéro pour la même mensualité. Quelles sont, Diane, vos règles d'or, vos conseils pratiques, justement, quand on veut financer, justement, acquérir un bien, que ce soit pour la première ou deuxième fois? Bien sûr. La première chose, c'est de définir son budget. Il est primordial de savoir combien est-ce qu'on peut acheter, combien la banque est prête à mettre sur la table, quelles sont les conditions de taux d'intérêt et de taux d'assurance qu'on pourrait obtenir. Et une fois qu'on a défini le budget, nos courtiers du réseau Immoprêt sont là pour répondre à l'ensemble des questions des clients et pour les orienter vers la meilleure solution.
Apport personnel, où en est-on? Qu'est-ce qui est demandé? L'apport personnel est toujours une notion importante pour la banque lorsqu'on présente son dossier. On note néanmoins que c'est plus simple que l'année dernière. Tout à fait. Même si les critères donc du Haut Conseil de stabilité financière sont toujours existants et que les banques les respectent, on s'aperçoit que dans certaines régions, le montant de l'apport personnel a diminué, notamment dans les Hauts-de-France. Hauts-de-France, oui. Tout à fait. Pour permettre aux jeunes qui achètent pour la première fois d'accéder à la propriété sans pour autant avoir les 10 ou 20% d'apport qui étaient demandés l'année dernière. Et puis de tenir compte de l'assurance emprunteur, c'est important. Absolument. Ouais. C'est très important puisque un taux d'intérêt et un taux d'emprunt, c'est la mensualité, mais on ne peut pas parler de taux sans assurance. Un crédit doit être assuré, la mensualité doit comprendre l'assurance et comparer l'assurance de l'emprunt au moment où on calcule son budget est très important dans le résultat. Tenir compte aussi de tous les prêts possibles, notamment il y a certaines régions, certains départements qui vont aussi être un coup de pouce, qui peuvent aider, au-delà aussi du prêt à taux zéro, comparer et puis bien se faire accompagner. Tout à fait. Aujourd'hui, on se rend compte que les banques sont demandeuses de dossiers. Ça fait quelques mois que c'est le cas pour notre plus grand bonheur. Et vous en parliez tout à l'heure, Stéphane, pour la performance énergétique des biens. La plupart de nos partenaires bancaires aujourd'hui sont prêts à faire de belles décotes de taux, donc de baisser les taux d'intérêt jusqu'à 30 points de base, quand même, sur le taux affiché, parce que le bien... C'est 0,3. Exactement, c'est 0,3 du taux. Tout à fait, parce que le bien a une bonne note en diagnostic de performance énergétique. Très bien. Alors tous les deux, quels sont pour vous, alors on va voir bien sûr les perspectives, quels sont à la fois les freins et les leviers sur l'activité de l'immobilier pour les prochains mois? Évidemment, on pense à 2025. Stéphane. La question est large. La question est très large. Néanmoins, je crois que l'immobilier reste dans la tête des Français, je parle des particuliers, plutôt une valeur refuge. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période d'instabilité politique, économique, etc. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais néanmoins, je pense que l'immobilier, dans la mesure où les prix ont baissé, dans la mesure où les taux sont en baisse également, je pense que c'est un moment qui n'est pas inintéressant pour l'immobilier, tout simplement parce que les gens se disent... Quoi qu'il en soit, on aura ce bien, etc. J'entendais hier soir dans une émission à la télévision où on expliquait que finalement, l'épargne des Français n'avait jamais été aussi importante dans ces périodes de crise. Eh bien, je pense que l'immobilier, c'est justement quelque chose qui permet justement de traverser des perturbations, des crises, tout ce qui se passe en ce moment. Donc, je suis... à titre personnel, pas très inquiet sur l'évolution. Maintenant, je pense que si effectivement les prix continuent à se stabiliser, comme c'est le cas, retrouver une solvabilité suffisante, je pense qu'on devrait être dans un marché qui mettra encore du temps à se rétablir complètement, mais qui est plutôt en voie positive. Voilà. Diane, votre sentiment? Oui, je rejoins parfaitement Stéphane sur ce qu'il vient de dire. L'instabilité actuelle, d'autant plus avec le projet de loi de finances 2025, nous donne beaucoup d'informations. L'extension du prêt à taux zéro serait quand même une excellente idée et donnerait du dynamisme aux emprunteurs qui aujourd'hui hésitent encore à se lancer. On a aussi entendu la hausse potentielle des frais de notaire, d'une partie des droits de mutation à titre onéreux. Absolument, pardon. Bon, oui, non. Donc oui, on a vu que c'était donc dans les tuyaux, qu'a priori les primo-accédants... Signal qui freine aussi. On sait que l'immobilier a besoin de confiance aussi. Est-ce que c'est pas Exactement, un mauvais signal qui est envoyé? Vous parliez des freins tout à l'heure, c'en est un, mais je pense qu'il y a une compensation qui se joue dans je prends, je donne, je prends, je donne, et peut-être que cette partie-là fait partie du sujet de je reprends. En tout cas, les départements auront le choix d'accepter ou pas cette hausse et donc de la mettre en place. Si jamais elle est mise en place, les primo-accédants, donc les emprunteurs qui achètent pour la première fois, ne seraient pas concernés.
Donc on a et quand dans même... le neuf aussi. Et dans le neuf aussi, a priori. Ouais. Donc ça permet quand même d'alléger un petit peu cette nouvelle qui n'en est pas une bonne par rapport aux clients qui aujourd'hui se lancent dans l'acquisition de leur résidence principale pour la première fois. Qu'est-ce que vous entendez de la part justement de ceux qui viennent vous voir chez Immoprêt? Il y a une envie quand même d'acquérir toujours de plus en plus. Toujours. Oui. Moi, ça fait 18 ans que je suis dans le métier. Ça fait 18 ans que j'entends les clients dire « on veut acheter, c'est notre priorité, on veut être propriétaire de notre résidence principale, on veut préparer notre avenir, notre patrimoine, notre retraite ». C'est vraiment la priorité des gens, des Français. Et cette instabilité, effectivement, qu'on a vécue ces dernières années a freiné tout ça. Et aujourd'hui, on attend de bonnes nouvelles pour relancer l'immobilier et faire en sorte que les gens puissent emprunter dans de bonnes conditions, avec une visibilité sur l'avenir. Et c'est à nous, courtiers, de leur donner ces informations-là le plus clair possible. Stéphane, de la visibilité, c'est important, c'est essentiel même. Hein. Oui, la visibilité, c'est important, d'autant plus que au-delà de la crise qu'on a pu connaître maintenant depuis 2 ans et demi sur l'accession à la propriété, se double la problématique locative. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que c'est très difficile aujourd'hui de trouver des appartements à louer. Donc pour un certain nombre de personnes, se dire maintenant que les taux baissent et que les prix ont baissé, finalement se relancer vers de l'accession à la propriété, c'est une bonne chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, on milite beaucoup et je fais partie et j'ai monté un groupe de réflexion qui s'appelle Vivere, dans lequel on milite pour essayer de mettre en place une espèce de statut du bailleur privé, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, avec la fin du Pinel, qui de toute façon était depuis 45 ans, moi depuis que je suis enfant, j'entends toujours parler d'un système de défiscalisation. Borloo, le Robien, voilà, le Méhaignerie, etc. Et donc, ces systèmes ne sont pas pérennes, parce que ça coûte cher à l'État. Et donc, il faut aujourd'hui qu'on trouve un système qui s'applique sur l'ancien comme sur le neuf, de la même manière, avec une stabilité fiscale et une stabilité dans le temps sur les aspects juridiques, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas en permanence confronté, à chaque changement de gouvernement, à une loi différente. Et donc, ce statut du bailleur, il devrait permettre à des particuliers d'être considérés comme un véritable acteur économique en matière immobilière, comme le sont les investisseurs institutionnels, de la même manière. Donc ça, nous, on milite beaucoup, on essaie de faire passer des messages auprès d'un certain nombre de parlementaires. On a été reçu au ministère du Logement et j'espère que petit à petit, les choses vont avancer dans ce sens. Oui, reconnaître l'investisseur privé comme un acteur économique à part entière qui permet de loger des familles, et puis Absolument. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le bâtiment, c'est bon pour les artisans. On devrait avoir en tout cas une loi logement au printemps prochain. On en parle de plus en plus. Et Valérie Létard, notamment la ministre du Logement et de la Rénovation urbaine, a évoqué au dernier Salon des maires justement la possibilité d'un statut du bailleur privé. Sur le volet environnemental, est-ce qu'on vous demande de plus en plus, est-ce que les banques font attention à tout ce qui est DPE et est-ce qu'elles sont de plus en plus regardantes ? Ouais. Le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, est un document obligatoire désormais dans les dossiers de crédit. Voilà, il doit accompagner la promesse de vente lorsqu'on demande un prêt pour connaître justement la manière dont le bien est énergivore ou pas et d'accorder des dérogations éventuellement sur les taux si le bien est bien coté énergiquement parlant et de proposer des prêts aidés, que ce soit par l'éco-prêt à taux zéro ou au travers de l'ANA avec ma prime Rénov, pour justement accompagner les clients qui auraient besoin de faire de gros travaux dans des biens qui, au départ, sont mal notés et qui deviendraient ensuite mieux placés grâce aux travaux. Très bien. En conclusion, tous les deux, allez, vos projections, vos pronostics 2025, à la fois l'évolution des prix, bien sûr, l'évolution des taux, mais l'état d'esprit. Je sais que c'est pas facile de se projeter, mais Stéphane, vous aimez bien l'exercice. Écoutez, moi je suis un optimiste par nature, donc je ne peux vous répondre que sous cette forme. Non, c'est à peu près ce que je vous ai dit, c'est-à-dire je pense qu'on est dans une dynamique de prix calmés,
de taux d'intérêt qui, là aussi, ont baissé. Alors, je ne sais pas s'ils baisseront encore très longtemps. Et de toute façon, on ne reviendra jamais au taux que l'on a pu connaître jusqu'à présent. Je pense qu'on a vécu sur des taux extrêmement bas qui ne voulaient pas dire grand-chose et on s'est imaginé que ce serait éternel. Donc ce n'est pas éternel. Donc aujourd'hui, je me souviens, au début de ma carrière, il y avait des taux à 8-9%. Et ce n'est pas pour autant que le marché immobilier ne fonctionnait pas. Donc aujourd'hui, on a des taux qui tournent entre 3, 3,5, grosso modo. Je pense qu'à partir de là, le marché devrait reprendre. On a besoin d'un peu de confiance, on a besoin d'un peu de stabilité, notamment politique, pour redonner un peu cette confiance aux gens. Donc moi, je suis optimiste par nature, mais je suis aussi optimiste par analyse de ce que l'on peut constater sur le marché immobilier et sur le marché de l'emprunt, du crédit. Diane, conclusion, peut-être déjà sur l'évolution des taux d'intérêt. Alors, l'évolution des taux, même si ça continue de baisser de manière plutôt assez lente par rapport au premier semestre, ça baisse encore. La Banque centrale européenne, d'ici quelques jours, peut-être nous donnera une nouvelle qui fera plaisir aux emprunteurs et on espère un 3% en début d'année. Mais comme le disait très bien Stéphane, même si on est entre 3 et 3,50 sur des durées de 20 à 25 ans, parce que c'est aujourd'hui les durées sur lesquelles les emprunteurs empruntent, on a 70% des prêts qui sont faits sur plus de 20 ans aujourd'hui. Donc optimiste, oui. Très bien. Absolument. Eh bien, merci à tous les deux, en tout cas, pour vos éclairages. Diane Lévy, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Stéphane Imovic, merci infiniment. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.